Comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, un signal périodique x de t peut s'écrire sous une forme d'une combinaison linéaire d'exponentielles complexes pondérées par les coefficients de série de Fourier. Donc ça, c'est les coefficients de série de Fourier. Ces coefficients de série de Fourier ne sont que le produit scalaire, c'est 1 sur racine de t, produit scalaire x de t, et la fonction 1 sur racine de t exponentielle j de pi kt de t. Ça, c'est la base de Fourier. Donc maintenant, la question qui faut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque t tend vers l'infini? C'est-à-dire lorsque x de t, qui est un signal périodique, devient un signal non périodique, à énergie finie. Donc lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire le signal ne va pas se répéter, et on va avoir un motif de signal de durée finie. Ça, c'est un signal à énergie finie. Le résultat, il peut être tiré intuitivement à partir de la somme de série de Fourier. Donc si je remplace l'expression du coefficient de série de Fourier, donc ça c'est xk, et je fais tendre t vers l'infini, donc le 1 sur t va devenir une fréquence infinitésimale, df, et si les indices sont très proches, donc la sommation devient une intégration. Donc le résultat ici, ce sera une fonction que je vais appeler x grand X, qui va dépendre de la variable f, et ça on appelle transformée de Fourier. Donc la transformée de Fourier, elle est issue du passage d'une fonction périodique à une fonction non périodique. Donc par définition, x de f, elle est réservée aux fonctions ou bien aux signaux à énergie finie. Donc on a pu définir une fonction x de f appelée transformée de Fourier, tf, et ce n'est que la modification des coefficients de série de Fourier lorsque t tend vers l'infini. Donc la transformée de Fourier n'est que le coefficient de série de Fourier lorsque t tend vers l'infini, ou bien le passage d'un signal périodique à un signal non périodique. Donc tout signal x de t de carré sommable, c'est-à-dire à énergie finie, admet une transformée de Fourier, elle aussi, de carré sommable. Donc l'expression c'est ça, donc x de f égale à le produit scalaire entre x de t et l'exponentielle complexe, et x de t c'est dans la formule inverse, mais que c'est intégral. Prenons maintenant l'exemple de la fonction rect, ou bien la fonction porte. Donc elle est définie dans l'intervalle moins t sur 2, t sur 2, avec une amplitude égale à 1. Donc la transformée de Fourier x de f égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de rect de t exponentielle moins j de pi ft de t. Donc la fonction rect, elle est définie de 0 pour l'intervalle moins t sur 2, donc x de f égale moins t sur 2, la fonction égale à l'unité exponentielle moins j de pi ft dt. Donc la primitive est que exponentielle moins j de pi ft sur moins j de pi f. Et voilà, les valeurs sont entre t sur 2 et t sur 2. Donc si on développe, on aura 1 sur pi f exponentielle j de pi f t sur 2 moins exponentielle moins j de pi f t sur 2. Le tout divisé par 2j. Donc x de f soit égal à k t sinus IFT, puisque je vais simplifier ces deux-là,
sur pi f t. Donc, cette fonction n'est que le sinus cardinal, donc c'était sinus cardinal de ft. Il faut noter que sinus cardinal, la fonction sinus cardinal de x, par définition, n'est que sinus px sur px. Donc le spectre de la transformation de Fourier qu'on a obtenu, xf, égale à t sinus cardinal ft. Donc il faut noter que le sinus cardinal, défini par cette expression, donc sinus cardinal c'est sinus px sur px, prend des valeurs nulles pour des entiers, positifs ou négatifs, et prend la valeur a pour x égale à 0. Donc si on remplace x par la valeur ft, on aura le schéma suivant. Donc c'est un sinus cardinal d'amplitude t, voilà. Et la courbe passe par 0 lorsque ft est un multiple, est un entier positif ou négatif. Donc c'est f égale 1 sur t, c'est-à-dire cette valeur égale à 1. 2 sur t, c'est-à-dire cette valeur égale à 2. Moins 1 sur t, c'est-à-dire ft égale à moins 1, ainsi de suite. Donc, quelle est l'information qu'on peut tirer de la transformée de Fourier? Donc, on doit revenir à la définition de la transformée de Fourier, ou bien l'expression de la transformée inverse. Donc, x de t égale à l'infini plus l'infini x de f exponentielle j de pi f t df. Donc, le signal x de t, qui est ici dans notre cas l'impulsion recte, elle peut être vue ou bien elle peut être construite à l'aide d'une somme infinie, qui est la suivante. Donc c'est x de f df exponentielle j de pi f t plus. Donc ici, bien sûr, dans la somme, on fait varier la fréquence. On peut aussi, pour les signaux réels, on peut écrire donc si x de t réel, on peut écrire non x de t égale, c'est une somme infinie de 2 fois valeur absolue de x de f df cosinus 2pi ft plus l'argument de x de f. Donc dans le cas des signaux réels, ici l'impulsion rectangulaire, elle peut être créée via une combinaison infinie de cosinus. Ces cosinus, ils ont une amplitude égale à ça, une fréquence f et un argument égal à l'argument de x de f. Vous pouvez vérifier cette sommation en utilisant la propriété de symétrie hermitienne. Donc ici, il faut utiliser x de f égale x étoile de moins f. Symétrie hermitienne. Donc essayez de prouver cette égalité, ou bien cette somme infinie. Donc pour présenter l'information issue de la transformée de Fourier, donc on a le spectre d'amplitude, c'est-à-dire on représente x de f module en fonction de la fréquence f, et le spectre de phase, c'est-à-dire l'argument de x de f en fonction de f. Examinons maintenant de plus près l'impulsion rectangulaire et son spectre associé. Donc si vous remarquez, l'impulsion est de durée t, et le spectre, sa forme dépend de la valeur de t. Donc si t est important, le spectre, donc 1 sur t tend vers 0, donc le spectre sera étroit. Si t est
faible, le spectre sera large. Donc, comme conclusion, donc le signal passe de 0 à 1 dans une durée importante, c'est-à-dire il varie lentement, on aura un spectre étroit. Si par contre j'ai t très faible, donc la variation de 0 à 1 se passe dans une durée très courte, donc le signal est assez rapide, on a un signal large. Donc en conclusion, variation rapide équivalente à un spectre large, une variation lente équivalente à un spectre étroit. L'une des opérations importantes dans la description des systèmes et des particulièrement les filtres, c'est l'opération de convolution. Donc la convolution entre deux signaux, z de t, x de t étoile y de t, n'est que l'intégrale suivante, l'intégrale de l'infini à plus l'infini, x de taux, y de t moins taux dt. Il faut noter que cette expression n'est valable que pour des signaux à énergie finie. Donc il y a une autre expression pour les signaux périodiques. Donc si vous avez examiné de plus près cette intégrale, donc ça consiste à quoi? À multiplier x de t du signal avec quoi? Avec une version inversée du signal y de t. Donc on inverse le signal, on le multiplie par x de t, on calcule l'intégrale. Bien sûr, cette intégrale n'est pas calculée pour une seule valeur de t, mais à plusieurs valeurs de t. Donc si on prend l'exemple de t égale à 0, donc la convolution ne sera que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x de taux égale de moins taux dt. Ça c'est pour t égale à 0. Donc pour différentes valeurs de t, on aura différentes intégrales avec des t différentes. Une propriété importante du produit convolution, c'est la suivante. Donc transfert de Fourier du produit de convolution entre x et y, x de t convolu avec y de t, n'est que le produit simple entre ces transformés de Fourier. Donc z de f n'est que le produit simple entre la transformée de Fourier de x et y. Une propriété importante aussi du produit de convolution, c'est la commutativité. Donc z de t qui égale x de t convolué avec y de t égale à y de t convolué avec x de t. Donc le produit de convolution est commutatif. Parmi les outils théoriques qu'on utilise en traitement de signal, c'est les fonctions appelées distributions. Donc il y a des fonctions, par exemple f de t, qu'on peut définir par une expression mathématique, et les distributions, c'est des fonctions spéciales qui sont définies par des intégrales. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va juste exploiter les propriétés de ce genre de fonction. Donc cette fonction prend les valeurs de delta de t égale 1 pour t égale à 0 et 0 ailleurs. Donc cette fonction n'a pas un graphe, mais elle a une représentation symbolique. Par exemple, delta de t, je peux la représenter comme suit. Donc c'est une flèche d'amplitude 1, ça delta de t égale à 0. Bien sûr, la version décalée, c'est delta de t moins 1, elle est localisée à plus 1. Donc parmi les propriétés importantes de la distribution de Dirac, la fonction delta, on peut réaliser des opérations de prélèvement. Donc si j'ai par exemple un signal x de t, si je veux
prendre une valeur dans ce signal, par exemple c'est x de a, qu'est-ce que je fais? Donc je vais multiplier x de t fois delta de t moins 1. Le résultat c'est x de a. Donc en multipliant fois delta de t moins a, je vais réaliser un prélèvement et je vais avoir une seule valeur qui est x de a. Donc ça c'est un échantillonnage. Échantillonnage. Pardon. Ou bien un prélèvement. C'est-à-dire je vais prendre une valeur du signal et la présenter sous cette forme. Donc ça c'est un prélèvement. Donc ça, x de a, delta de t moins. Une autre propriété importante de la fonction delta, si par exemple j'ai un signal centré autour de t égale 0, ça c'est x de t. Si je veux réaliser une opération de décalage, donc décalage de t0 avec t0 positif, je reste donc j'aurai le même signal autour de t0 et ça ce n'aurait que x de t convolution avec delta de t moins t0. Donc le décalage il est réalisé par la convolution par une distribution de Dirac décalée. L'échantillonnage est réalisé par une multiplication de x de t par une impulsion de Dirac décalée. Une autre utilité des distributions de Dirac, c'est la définition de dérivée de fonctions non dérivables. Donc puisque rect est une fonction non dérivable, quoi, on a des discontinuités, assez simplement. Donc on ne peut pas définir la dérivée de rect donc n'est pas définie dans l'ensemble des fonctions classiques. Au lycée, vous avez étudié qu'une fonction discontinue n'est pas dérivable. Mais par contre, en élargissant les fonctions classiques plus des distributions, particulièrement celle de Dirac, on peut dériver rect. Donc rect de t, la dérivée égale combien? Donc bien sûr, la dérivée entre ces deux points, c'est 0. 1, la dérivée d'un 1, c'est 0. Les deux extrémités, donc on a ici, la fonction passe de 0 à 1. Donc si je calcule la différence, que je vais nommer h, donc c'est 1 moins 0, c'est 1. Et cette discontinuité, elle est modélisée par une impulsion Dirac localisée à moins t sur 2. Donc c'est delta de t plus t sur 2. On a ici une autre discontinuité, mais la fonction passe de 1 vers 0. Donc si je calcule le h, c'est 0 moins 1, c'est moins 1. Donc ça sera quoi? Ce sera moins 1 multiplié par impulsion Dirac localisée à t sur 2. Donc ce sera delta de t moins t sur 2. Donc pour rappel, le décalage dans ce sens, c'est un moins. Le décalage dans ce sens, c'est un plus. Donc ici, c'est delta de t plus t sur 2. Ici, c'est delta de t moins t sur 2. Ici, on a une fonction croissante, c'est-à-dire plus 1. Ici, une fonction décroissante, ça veut dire moins 1. Donc la dérivée directe, c'est delta de t plus t sur 2 moins delta de t moins t sur 2. Donc si on n'avait pas
la distribution, on ne pouvait pas définir la dérivée d'une fonction non dérivable au sens classique. On peut définir en tension de Fourier la signal périodique, mais en faisant appel aux distributions. Donc, en utilisant la propriété de la distribution Dirac, donc 1 à l'expansion de Fourier df égale à delta de f. Donc, si j'utilise la propriété de la tension de Fourier suivante, donc 1 fois exponentielle j de pi f0t à la transforme de Fourier égale delta de f moins f0. Donc f ici appartient à R. Donc ici, dans notre cas, donc f0 n'est que k sur t, et le résultat sera évident. Donc le passage d'ici à là, donc la transformation de Fourier de xt de t, c'est t de f. Xk ne dépend pas de t, donc elle va rester inchangée. Exponentielle j de pi k sur tt n'est que delta de f moins k sur t. Donc comme résultat, on peut remarquer que X, le spectre du signal périodique, est une pondération, est une somme pondérée de plusieurs delta de f décalés. Donc je peux tracer un exemple. Donc ça, par exemple, ça c'est 1 sur t, 2 sur t, 3 sur t, etc. Moins 1 sur t, moins 2 sur t, 3 sur t. Ça c'est le spectre xt de f. Donc, par exemple ici c'est l'amplitude égale à x, x3, ici c'est x0, ici c'est x de moins 3. Donc le spectre est une somme pondérée de l'émission Dirac. C'est pour cette raison qu'on appelle que c'est un spectre de Ré. Donc un signal périodique possède obligatoirement un spectre de Ré. Ce résultat est logique, pourquoi? Parce que si on fait tendre t vers l'infini, 1 sur t tend vers 0, on aura le rapprochement de ces raies pour avoir un spectre continu. Donc quand est-ce qu'on aura un spectre continu? Lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire un signal à énergie finie possède un spectre continu. Donc je répète, un signal périodique a un spectre de Ré. C'est des impulsions directes décalées à k sur t avec la fréquence fondamentale pondérée avec xk, le coefficient de série de Fourier. Un signal à énergie finie, il a un spectre obligatoirement continu.